Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Cette femme gagne sa vie en faisant danser des milliers de personnes chaque semaine. Et pourtant, cette femme ne vient pas du milieu de la nuit. Cette femme a créé un concept de boîte de nuit unique à Nantes à seulement 24 ans. Et pourtant, son projet a failli ne jamais exister. Cette femme, c'est Lauriane Pérez, la créatrice du Bal Pop, et mon invitée dans ce nouvel épisode de Rayonnante. Le Bal Pop d'abord, un lieu de fête à part qui incarne une certaine idée de la fête populaire, intergénérationnelle et intemporelle, qui se trouve route de Vannes à Nantes. Cette idée, Lauriane y a cru dès le début et l'a portée avec passion. Et je peux vous dire qu'il en fallait de la passion pour enfoncer toutes les portes qui se sont fermées sur sa route. De l'audace aussi pour créer un lieu comme celui-là dans un quartier comme celui-ci. Mais depuis 2017, le Bal Pop et Lauriane sont devenus des ovnis indispensables à la nuit nantaise. Alors dans cet épisode, à mi-chemin entre masterclass en entrepreneuriat et témoignage d'un parcours perso inspirant, Lauriane nous parle de ce jour où elle a pitché le projet du Bal Pop devant une vingtaine de jurys, de l'énorme gaffe qu'elle a faite lors de sa remise de prix qui lui a valu un grand moment de solitude, des défis qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur femme jeune dans le milieu de la nuit, des nombreuses anecdotes qu'elle a vécues avec le Bal Pop et de sa passion pour François Valéry. Bref, je vous laisse écouter cet épisode, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Bonjour Lauriane. Bonjour. Bienvenue dans Rayonnante. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Je t'en prie, et je suis contente de te recevoir, d'autant plus que tu arrives de Paris, là, c'est ce que tu me disais. Oui, hier soir, tardivement. Parce que toi, la particularité, c'est que tu bosses entre Nantes et Paris aujourd'hui. Exactement, je viens régulièrement, alors à peu près une fois par mois, mais ça dépend vraiment des événements que j'ai au Bal Pop ou de ce qui se passe à Paris. Lauriane, on va commencer par parler de toi. Déjà, tu n'es pas nantaise, tu es d'origine bretonne. C'est ça. Tu me disais que tu étais née à Lorient. Exactement, team bretonne, on est toujours très très fiers de notre contrée, nous les Bretons. Alors la particularité, c'est que je ne suis pas née à Lorient, mais que j'ai grandi à Lorient, donc c'est vraiment ma terre de cœur, Lauriane de Lorient. Toujours assez facile à retenir. Où j'ai fait toutes mes années lycée, et puis je suis partie pour faire mes études à Paris quand j'avais 17 ans. Donc je suis vraiment arrivée avec des paillettes plein les yeux. J'allais strictement voir la Tour Eiffel tous les soirs s'allumer. C'est vrai. J'avais un micro-appart dans le 7e arrondissement, vraiment une chambre de bonne. Et tous les soirs, j'allais voir la Tour Eiffel s'allumer à pied. Donc voilà, j'étais vraiment très très impressionnée par cette grande ville et ce qu'elle pouvait m'offrir à l'époque. Et tu faisais quoi comme études ? Alors, je me suis un petit peu cherchée parce que j'ai eu mon bac assez tôt. J'ai eu mon bac à 16 ans et demi. Donc, forcément, à cet âge-là, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire. Donc, au début, j'ai commencé par faire des études de kiné. Je voulais être kiné sportive. Et parce que je voulais voyager. Et je voulais m'occuper des autres. Et en fait, c'était un petit peu plus compliqué que prévu, notamment au niveau des études, parce que ça ressemble fortement à des études de médecine. Et j'avais pas le niveau, tout simplement. Donc je suis rentrée au Bercail l'été qui a suivi et c'est là que je suis tombée en amour avec la restauration. J'ai travaillé mon premier boulot qui était un boulot saisonnier à Lorient. J'ai adoré l'énergie, je suis quelqu'un de super énergique. J'avais du mal à trouver quelque chose qui ne m'ennuyait pas et ça je m'ennuyais pas, on ne s'ennuie jamais clairement en service. J'avais du mal à trouver quelque chose où j'étais tant en relation avec les gens et je leur apportais quelque chose de chouette. Là, on leur faisait vivre des moments chouettes. En plus, on avait un cadre de travail qui était incroyable puisque je travaillais devant la mer. C'est vraiment une promenade à l'Armor-Plage qui est devant la mer, quoi. Donc, voilà, le cadre, la relation avec les gens, l'énergie, on faisait la fête. Alors forcément, à 18 ans, ça me plaisait. Puis même cette relation que je retrouve toujours, que j'ai toujours retrouvée dans les équipes de restauration et de bar, c'est ce côté très familial qu'il y a parce qu'en fait, comme on subit vraiment ce qu'on appelle les rushs, donc des moments extrêmement stressants, speed, mais en fait, il y a quelque chose qui s'installe entre nous qui est de l'ordre de la famille. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai aussi rencontré en quelque sorte une deuxième famille, en tout cas une famille professionnelle, et j'avais plus envie de la lâcher, quoi. Du coup, tu as lâché ta vie parisienne, tu es restée bosser à Lorient. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai pas lâché ma vie, mais par contre, quand j'ai dit ça à ma maman, qui est prof, elle m'a tout de suite dit « Ok, mais tu fais quand même des études. » Donc, ça a été un peu le deal. Donc, j'ai trouvé une école hôtelière à Paris. Donc, je suis rentrée à Paris de ma petite saison chez ma maman. Et j'ai dit « Ok,
je vais travailler dans l'hôtellerie, je vais faire des études hôtelières. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une mise à niveau. Donc en fait, c'est un bac. Donc j'ai 2 bacs. J'ai passé un bac professionnel en 1 an dans l'hôtellerie et la restauration. Et j'ai enchaîné sur un BTS en gestion et marketing hôtelier. Avec l'idée de monter ton restaurant derrière, ou à ce moment-là, tu savais pas vraiment où tu avais envie d'aller? Si, j'avais déjà, alors pas forcément un restaurant, mais j'étais déjà dans l'optique de vouloir monter quelque chose. J'ai un côté quand même très libre et très indépendant. Et même si j'ai beaucoup apprécié les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, les patrons avec lesquels j'ai travaillé qui m'ont énormément apporté, j'avais ce besoin de... Malgré le fait qu'à l'époque, je ne me croyais pas du tout créative, vraiment, je me décrivais comme quelqu'un de vraiment très terre-à-terre. En fait, j'étais hyper créative, du coup, à l'inverse, mais dans le domaine du business. Donc, j'avais tout le temps plein d'idées, je voulais créer plein de choses. Mon premier travail en salariat, j'avais un service, j'étais directrice de restauration et j'ai créé un pôle dans le bar. Voilà, j'avais recréé tout le système son, j'organisais des soirées. Enfin voilà, j'étais déjà dans la création et c'est vrai qu'à l'époque, les groupes hôteliers dans lesquels je travaillais me limitaient. J'étais limitée par voilà, des coupes budgétaires, aussi les envies et besoins du groupe, etc. Donc je me sentais un peu frustrée. Dans le cadre de mes études, j'étais déjà dans une posture entrepreneuriale, mais j'avais pas la chance à l'époque, donc on parle de ça il y a 15 ans, j'avais pas du tout la chance d'avoir des cours d'entrepreneuriat, ça n'existait pas encore. Je n'avais pas la chance d'avoir tout un entourage non plus entrepreneurial, donc je crée des projets fictifs. Je les faisais corriger d'ailleurs à l'époque par mon prof de gestion qui était très, 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 très gentil, Monsieur Biget, pour ne pas le citer, qui me corrigeait mes business plans, mais ça restait du projet fictif. Voilà. Je n'avais pas encore l'idée qui me permettrait de vraiment de me lancer vraiment. Donc j'ai eu quand même un premier poste, enfin même 2 postes de salariat en sortant de l'école. Et ta maman, donc, qui était instite, ton papa faisait quoi? Ma maman était prof, même prof au collège, où elle est toujours d'ailleurs, la pauvre, après pré-retraite là. Et mon papa, il était... alors, il a travaillé très longtemps pour un gros groupe dans le secteur de l'hôtellerie, de manière plus large. Et ensuite, il a été entrepreneur, mais plutôt une boîte de consulting. Oui, mais donc du coup, il y avait déjà ce petit gène de l'entrepreneuriat, de l'hôtellerie qui était voilà. dans ta famille, quoi. C'est pas quelque chose qui t'était inconnu. Voilà, ouais. Si ce gène existe, je l'avais peut-être un peu, oui. Mais j'ai plutôt été élevée par ma maman. D'accord. Et donc, c'est vrai que pour le coup, ce que je voyais au quotidien, c'était plutôt... j'ai plutôt une éducation sécurité et de prudence. On m'a pas entraînée forcément vers le risque, vers l'entrepreneuriat. Ma maman était assez flippée, pour le dire, et beaucoup moins maintenant. C'est vrai qu'elle s'est habituée, et maintenant, voilà, elle est ravie de mon parcours, mais au début, c'était pas aussi évident. Et parce que tu as terminé ta formation d'hôtellerie, tu as bossé dans l'hôtellerie tout de suite? Haut de gamme, principalement le secteur de la restauration dans l'hôtellerie. Je suis allée jusqu'à être directrice de restauration. Et vraiment, là, j'avais besoin d'avoir des postes à responsabilité rapidement parce que j'étais vraiment en mode éponge, comme je dis. Donc je récupérais les informations partout, je posais des questions tout le temps. Je me rappelle de mon boss dans un des hôtels qui m'avait fait un cours le soir sur la TVA. Enfin voilà, j'étais un peu limite trop, mais j'avais besoin d'apprendre au max parce que je savais que j'avais des lacunes. Je me suis arrêtée au BTS, donc c'est pas non plus des grandes études. Et en même temps, j'étais vraiment preneuse d'informations pour m'assurer d'une pérennité ensuite quand je me lancerais. J'avais cette conscience-là qu'il fallait des connaissances, des compétences et qu'il fallait pas se lancer au hasard non plus, quoi. Et à ce moment-là, tu avais déjà en tête ton projet entrepreneurial ou c'est venu plus tard? Ça a commencé au début parce que vraiment, dans le haut de gamme, je m'y retrouvais pas trop. J'avais envie vraiment d'endroits plus populaires. Vu que j'avais pas énormément d'argent, j'ai travaillé beaucoup pendant mes études dans des boîtes de nuit et dans des bars. Donc, j'avais une vie à 1000 à l'heure, encore plus que maintenant. Je travaillais le soir après l'école dans un restaurant sicilien qui m'a accueilli vraiment les bras ouverts. Et puis, tous les week-ends, j'allais dans une boîte de nuit et je travaillais la nuit. Et ça me plaisait bien déjà. J'aimais bien l'idée de la nuit. Le milieu du bar me plaisait déjà un petit peu plus que la restauration. Sauf que je sortais beaucoup et que j'avais du mal à trouver des endroits
où j'avais envie de rester, quoi. Je trouvais que c'était très sectorisé, pas forcément safe pour les nanas, j'entends. Et donc je commençais à me dire, voilà, si j'ai un projet, ce serait dans le bar, ce serait créer un endroit qui me ressemble un peu plus multigénérationnel, parce qu'il faut savoir que mes parents étaient assez fêtards, avaient beaucoup d'amis, et on avait une grande maison à la campagne, et mes parents organisaient des fêtes très souvent. Leurs amis organisaient des fêtes très souvent. J'ai beaucoup dormi sur des baffles quand j'étais jeune. Bon, je suis d'enfant des années 90, donc ils étaient un peu moins regardants. Et j'ai surtout appris, et je le fais toujours d'ailleurs avec ma maman, on mélange beaucoup les générations chez nous. Les enfants dansent avec les plus âgés, les adultes, les vieux. Tout le monde se mélange et danse sur la même chose. À l'époque, on dansait sur les musiques des années 90. Ça n'a pas beaucoup changé, parce qu'on y est revenu. Et donc voilà. Et donc j'avais envie de recréer cette ambiance-là, hyper cool, où il peut y avoir des jeunes, des vieux, tout le monde se mélange. C'était assez utopiste. Ça a été un petit peu long, mais voilà. C'était vraiment mon idée. J'avais envie aussi qu'il y ait beaucoup plus âgés, donc de faire des thés dansants, ce genre de choses. Voilà. Et pourquoi tu dis que ça a été un petit peu long ? Parce que l'idée d'un lieu multigénérationnel, dans l'idée, ça plaît beaucoup aux gens. Dans les faits, c'est un petit peu plus difficile à accepter. Ah ouais ? Ouais. Donc, c'est-à-dire que les gens trouvaient ça génial. Et quand ils venaient, on avait beaucoup les gens plus vieux qui nous disaient « Oh, il y a des jeunes !» Et les jeunes qui disaient « Oh, il y a des vieux !» Ah ouais, donc voilà. C'était un frein. En fait, oui. C'est-à-dire que, étonnamment, conceptuellement parlant, c'était super. Mais dans la réalité, ça a été plus difficile à faire accepter. Mais souvent, ce qui se passait, c'est que c'était au début. C'était une réaction un petit peu... les gens se braquaient un petit peu au début parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et à la fin de la soirée, ça se finissait toujours en « Ah, mais en fait, c'était génial, j'ai passé une super soirée, j'ai parlé à des gens à qui j'aurais jamais parlé, évidemment, dans une soirée. » Et en fait, ça se finissait toujours bien. Mais une clientèle, dans un business, ça met toujours un petit peu de temps, voilà, à se faire à un concept, à une habitude. Mais comme nous, on a du mal à se faire à une habitude et c'est normal. Donc, voilà, il a fallu un petit peu de temps avant que la clientèle s'habitue à ça et que ça devienne finalement notre identité. Mais voilà, ça a mis quelques mois, voire quelques années. Ah ouais, et attends, le bal pop, c'est pas ta première affaire du coup ? Si, le bal pop, c'est ma première, ouais. C'est Ok. ma première. Donc, en fait, c'est juste que j'ai mis beaucoup de temps à le monter. Enfin, beaucoup de temps. Tout est relatif parce que j'ai mis 2 ans et demi entre le moment où j'ai commencé à travailler dessus et le moment où je l'ai lancé. En plus, tu l'as pas monté toute seule, tu l'as monté avec ton ancien compagnon. Comment est-ce qu'on se dit, tu vois, à deux, en couple, voilà, vas-y, on va créer un business dans le milieu de la nuit. Comment cette idée vous est venue ? Déjà, l'idée, à la base, il n'était pas inclus dans le projet. Lui, il travaillait dans le milieu... Alors, il était dans le bar, mais plus dans un centre sportif. Donc, pas du tout... Quand même, d'un point de vue bar, il avait des connaissances et des compétences, mais c'est un autre milieu. Clairement, le centre sportif, c'est pas le milieu de la nuit. Donc, il suivait le projet, il m'encourageait dans ce projet-là, mais on n'avait pas envisagé forcément de le faire ensemble. Après, ça a été aussi, d'un point de vue logistique, on habitait encore à Paris. Il a fallu déménager sur Nantes avant le lancement du projet et même bien avant, puisque moi, j'ai déménagé sur Nantes 1 an et demi avant le lancement du projet. Sachant que toi, t'es pas nantaise, lui, il était nantais ? Pas du tout. Pas du tout. Lui, il est Pourquoi Nantes, alors ? de France. La clientèle nantaise ressemble un peu à la clientèle bretonne. En tout cas, ça me parlait. Ma sœur avait vécu sur Nantes, donc je connaissais un petit peu la ville. Ça me rapprochait aussi de Lorient. Je voulais pas monter ce projet-là à Lorient parce que j'avais pas envie de vivre à Lorient à ce moment-là. C'était un juste milieu. J'avais pas non plus les moyens de créer ce projet-là à Paris. Et puis, mais t'aurais pu penser à la Bretagne, de manière générale, tu vois, à Rennes ou d'autres grandes villes de Bretagne, vu que t'es attachée à cette région quand même. Complètement. Et en même temps, Nantes, c'est pas très loin non plus. Ouais. Mais Rennes, j'avais vraiment aucun contact et je me demande même si j'y étais déjà allée. Donc vraiment, pour le coup, même en Bretagne, il y a plusieurs pays, quoi. Nous, on est Morbihanais, et donc les Morbihanais, c'est dans le Morbihan, et dans le Morbihan, il n'y a rien qui me tentait. Donc en fait, pour moi, c'était la Bretagne, le Morbihan, non. Donc voilà, c'était une autre ville. Et comme je connaissais un petit peu, je pense qu'il y avait du potentiel aussi, parce que j'ai tout de suite, quand j'ai commencé l'étude de marché, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel sur la nuit, etc., en tout cas au niveau de la cible que j'avais. Et du coup, j'ai décidé de me lancer à Nantes. Il est vrai, de manière un peu inconsciente à l'époque, puisque je connaissais vraiment personne. Après, j'ai pas de grande difficulté à parler avec les gens, donc ça a vite changé. Mais je connaissais personne sur Nantes, donc j'ai débarqué un peu
Mais t'as débarqué avec Grégory à ce moment-là? Alors, au début, on a vécu à distance Ah ouais, lui, il était encore à Paris? pendant 1 an. Ok. Donc, on faisait des allers-retours. Moi, je Ouais. préparais le projet sur Nantes, lui toujours sur Paris. Et rapidement, on s'est dit, bah, voilà, si toi, tu redébarques à Nantes aussi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu trouves un boulot aussi ou est-ce que tu me rejoins dans le projet? Et on s'est dit qu'il avait des compétences en bar, etc. Donc, et puis, Greg et moi, on a vraiment des compétences clés très complémentaires. Pour le coup, vu que c'est plus mon conjoint, on n'est pas complémentaires sur tout. Mais alors, dans le business, c'est assez incroyable. Ah ouais, C'est-à-dire comme quoi? que lui, c'est quelqu'un qui va être très logistique, rigoureux, très dans l'organisation des choses, qui est un petit peu plus calme et posé que moi, plus réfléchi. Et donc lui, il a vraiment ce côté apaisant dans l'affaire, où il va gérer les choses de manière très optimisée. Moi, je suis un petit peu la faux folle, quoi. La créative, celle qui va avoir 6 idées à la minute et qui va en même temps entraîner aussi le bar dans une communication plus active, voilà, tout ça. Mais on a chacun un rôle assez défini. À l'époque, ça nous semblait assez évident. Ça l'est toujours, puisque ça fait 7 ans que ça dure. Mais du coup, il nous a rejoints, il m'a rejoint au moment des travaux. Donc, à peu près 6 mois avant l'ouverture, on s'est décidé d'acter notre association. Et donc, attends, tu nous disais, si je reprends donc, tout le début de cette aventure, tu nous disais que tu as mis quand même un petit peu de temps à créer le Bel Pop. 2 ans et demi. Ouais, le temps de quoi? D'étudier le marché, j'imagine, de trouver un lieu. En fait, c'est ça. L'étude de marché, déjà, a été longue, parce qu'une étude de marché, déjà, par définition, ça se doit d'être long. Comme en plus, je connaissais personne, donc il a fallu que j'aille connaître du monde, que j'aille interroger les gens, parce que même si je faisais des suppositions, c'était pas évident que j'avais raison. Et je suis très curieuse par nature, donc j'avais déjà ce truc en moi de me dire, voilà, il faut que je pose des questions, il faut que j'aille interroger les gens, il faut que j'aille creuser pour être sûre de ce que j'amène, quoi. Je voulais pas me planter non plus, tant par souci pécunier que par fierté aussi. Voilà, c'était mon projet et je voulais le mener à bien. Et puis chercher un lieu, ça a été un petit peu long. Enfin, trouver un lieu, ça a été un petit peu long. J'en ai visité pas mal. J'en ai visité près d'une 30aine à peu près. Mais j'ai fini par trouver la Perle Rare. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est le premier que j'ai visité et que j'ai finalement choisi. Ah oui. Ouais, donc j'ai rendu un peu fou l'agent immobilier à l'époque, mais voilà, bah après il faut bien, c'est normal de pas se positionner et de pas se précipiter. Bien sûr. Mais voilà, quand j'ai trouvé ce lieu, vraiment je me suis dit ok, c'est là que je veux le faire. Et puis après, il y a eu encore une grande longueur sur la partie administrative. Parce qu'un lieu de nuit, c'est pas évident, c'est beaucoup de réglementation. Il faut faire venir une licence 4, parce que j'ai loué un lieu vide, donc il n'y avait rien dedans. Fallait faire des études d'ingénierie. Voilà, il y avait beaucoup de choses à faire, administrativement parlant. Donc ça a été long aussi dans ce sens. Et obtenir des financements, ça a été facile? Évidemment que non. C'est vrai que, bon, par définition, c'est pas facile d'obtenir des financements. À l'époque, ça ne l'était pas plus. Dans le milieu, ce qu'on appelle du CHR, donc café, hôtel, restaurant, on rajoute un petit D pour les discothèques, parce qu'on nous oublie souvent. CHRD, c'est encore moins évident, faut le dire quand même, parce qu'il y a des banques qui nous boycottent. Et puis, voilà, on a un petit voyant rouge qui s'allume au-dessus du bureau du banquier en général quand on arrive avec un projet dans ce secteur-là. Donc pas évident, et encore moins évident parce que j'avais peu d'expérience. Ouais, t'étais jeune, t'avais 24 ans. J'étais jeune, ouais. J'étais jeune, j'avais peu d'expérience. Alors j'avais un dossier qui était quand même assez construit et beaucoup d'énergie pour le défendre, mais néanmoins ça suffit pas toujours. Et j'avais surtout pas d'argent du tout. C'est-à-dire j'avais fait des tours de table, j'allais chercher un petit peu d'argent partout. Mais bon, à l'échelle du projet, c'était ridicule, quoi. Et donc, j'ai reçu de nombreux refus de banques. Donc ça, c'est pareil, c'est très long parce qu'en fait, les dossiers bancaires, on ne les envoie pas d'un coup. Donc, en général, c'est à 2-3 par 2-3, quoi. Et en fait, à chaque fois, c'est attendre 1 mois et demi la réponse. Donc, t'imagines bien que déjà, quand tu vas voir, c'est en général une dizaine de banques, déjà, ça te prend au moins 5 à 6 mois pour avoir les retours de tous les banques. Et puis quand c'est négatif, ce qui a été mon cas, donc ça a été d'autant plus difficile. Après, à ce moment-là, t'as pas abandonné? Le chemin entrepreneurial, c'est un chemin qui est particulier parce que c'est un chemin qui est vraiment
en dents de scie, quoi. On peut se réveiller un matin en se disant je crois que je suis un génie, comme se réveiller un matin en se disant mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis lancée là-dedans? J'étais bien au chaud dans mon poste de salarié, tout se passait bien, je gagnais bien ma vie. Et pourquoi je me lance là-dedans, quoi? Donc, j'ai eu plus que plein de fois envie d'abandonner. Mais comme il y a autant de moments donnés où on se dit j'ai vraiment envie de le faire et ça me motive, à chaque fois, je me rattrapais quand même. Après, je ne suis pas trop de nature à baisser les bras rapidement. Donc, je suis plutôt du genre à pas lâcher mon os. Donc voilà, j'avais envie d'aller au bout du truc, même si ça marchait pas. Même s'il est vrai qu'au fur et à mesure des refus, de plus en plus, j'avais du mal à y croire. Et c'est vrai que le dernier refus que j'ai reçu d'une certaine banque, ça a été le plus dur parce que je savais que ça clôturait quelque chose. Mais comme à l'époque, je cherchais beaucoup de sources de financement, j'avais aussi fait appel à pas mal d'organismes. Et notamment, j'avais participé à un concours qui s'appelle 100 jours pour entreprendre, qui est un concours qui était destiné à l'époque aux moins de 26 ans. Donc c'était tout juste, j'avais 25 ans. Et j'ai décidé de participer à ce concours, en vrai, vraiment par hasard. On me l'a proposé, j'ai dit bon, pourquoi pas. Il y avait un petit peu d'argent à gagner. À l'échelle du projet, c'était pas grand-chose, mais c'était, je crois, 3 000 €, quelque chose comme ça. Mais bon, c'était peanuts, mais c'était déjà ça. Et je gagnais surtout des accompagnements, des heures d'avocat à l'époque, des bureaux... Voilà. Et donc j'ai pas bien. Ouais, t'as repris goût dans ton projet, quoi. Exactement. Et puis ça m'a permis aussi de commencer à rentrer dans un écosystème entrepreneurial, parce que vraiment je me sentais pas. J'ai mis beaucoup de temps à me sentir entrepreneur, étonnamment, parce que pour moi, comme je ne fréquentais pas d'entrepreneurs, que j'en avais pas dans ma vie de tous les jours, pour moi je me sentais pas particulièrement entrepreneur. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui, même à l'aube de leur projet, de leur idée, vont déjà dans des réseaux, etc., dans des coworking. Moi, je faisais pas du tout ça, quoi. J'étais vraiment très isolée, je bossais dans mon coin. Alors, j'interrogeais les gens, mais j'étais plus dans le cadre d'une étude de marché que dans le cadre d'un réseautage entrepreneurial, quoi. Et donc, j'ai participé à ce concours, on était très nombreux. C'est organisé... Mais typiquement, ce concours, excuse-moi, je te coupe, mais comment t'en as entendu parler? Et alors, je sais plus, je sais que c'est quelqu'un qui me l'a proposé, en me disant, en m'envoyant un mail, alors je ne me rappelle plus exactement qui, quelqu'un d'un réseau professionnel, mais voilà, que je connaissais comme ça, qui m'a dit ah tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, si tu veux tu peux y participer, voilà le lien. C'était organisé par MoveJ, je pense que ça existe encore, peut-être sous une autre forme, mais voilà. Et donc sur le coup je me suis dit, le mail est arrivé au bon moment, j'avais rien à faire à ce moment-là, je me suis dit ok, feu, go. Et du coup je devais créer une vidéo pour présenter mon projet de manière originale et faire voter les gens. Et il faut savoir que ma petite sœur, elle faisait une école de cinéma à l'époque. Donc en plus, je me suis dit, bon, je vais pouvoir me faire aider par ma sœur. Donc on a fait ensemble une vidéo qu'on peut encore retrouver sur YouTube d'ailleurs. Excellent, on ira voir. C'est très drôle. Donc c'est une vidéo qu'on a faite en noir et blanc, où je suis habillée de manière hyper rétro avec un porte-cigarette. Et on a transformé ma voix, d'ailleurs, pour qu'elle soit assez nasillarde comme les pubs de l'époque. Et pas mal de gens ont voté parce qu'effectivement, elle avait un format assez original. Et ensuite, j'ai été sélectionnée dans les 50 premiers, je crois. Donc ça, c'était super chouette. Il a fallu envoyer un dossier, ce que j'ai fait. Et puis finalement, peut-être 3 semaines ou un mois après, on m'appelle et on me dit, on en gardait 30. Et en fait, tu es la 31e. Donc je suis 31e et donc je me dis, c'est triste, mais en même temps, c'est pas très grave. Et puis finalement, on me rappelle 2 jours après et on me dit, écoutez, la 30e personne s'est désistée. Donc, si vous voulez toujours être la 30e, vous pouvez. Incroyable. Cette histoire n'est que faite de choses incroyables. Et pour être dans les 10 premiers, donc il y avait 10 lauréats, il fallait aller pitcher à Paris, parce que j'habitais déjà à Nantes, aller pitcher à Paris son projet. Donc j'y suis allée avec ma petite robe à pois, ma petite coupe rétro. Et tu t'étais mis dans ton personnage. À fond. Ouais. Ah mais j'étais à fond, vraiment. Voilà, et je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à les convaincre. En plus, ce sont des pitchs, c'est assez compliqué parce que ce sont des pitchs qui sont chronométrés. Donc il faut un entraînement. Enfin, je m'étais vraiment beaucoup entraînée devant la glace. Tu t'étais préparée comment? Toute seule? Toute seule, comme d'habitude. À cette époque-là, je me préparais beaucoup toute seule. Donc non, je m'étais entraînée devant la glace, je m'étais chronométrée. Enfin voilà, j'avais fait les choses bien, j'avais bien travaillé. Et donc, je suis arrivée, je me suis retrouvée principalement qu'avec des mecs dans la tech. Et je me suis dit, c'est pas grave, on y va, je me démonte pas. Donc, j'arrive
Les jurys, il y a 23 personnes dans le jury, tous bien plus âgés que moi, bien évidemment. Donc voilà, j'ai fait mon pitch à fond. Bon, dans ces moments-là, on ne se rend pas vraiment compte du retour, si c'est positif, si c'est négatif, il reste assez fermé, assez neutre. Et puis finalement, on me rappelle un mois après pour me dire que je fais partie des 10 lauréats et que donc j'ai gagné le concours contre toute attente. Donc tu étais première parmi les 10 lauréats Non, en fait, c'est à égalité. Mais D'accord. En tout cas, parmi les 30, je fais partie des 10 lauréats. Donc j'ai gagné, donc à l'époque, une petite somme d'argent et puis un petit peu d'accompagnement. Et donc on me dit, écoutez, vous avez gagné, il ne faut pas le communiquer pour l'instant, puisqu'en fait, ça se fait selon une remise de prix très officielle. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vous venez à la remise de prix, encore une fois à Paris, donc rue Aller-Retour, à la Tour TF1, et vous venez, on vous remettra le prix. Ils me disent rien de plus, je ne pose pas plus de questions. Il faut quand même remettre le contexte. Voilà, j'ai 25 ans, je me prends sans doute un peu moins la tête que maintenant. Bon, je me dis, j'y vais, on verra bien. Je mets la même robe, petite robe à pois, j'y retourne. Et puis j'arrive, et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que j'arrive dans un amphithéâtre où il y a 200 personnes, des journalistes. Évidemment, c'était à la Tour TF1, j'aurais pu m'en douter, mais des journalistes, des sponsors, enfin voilà, c'est hyper impressionnant comme cadre. Et donc, très vite, on m'appelle sur la scène pour récupérer mon prix. Attends, là, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Alors, complètement paniquée. Ouais, c'est-à-dire que, en plus, je suis hyper mal parce que la veille, j'ai reçu mon dernier refus de prêt. Donc, je suis vraiment entre la joie de recevoir un prix et ça sert à rien, puisque de toute façon, ce projet, il est mort dans l'œuf, quoi. Vraiment, je suis dans cet état d'esprit-là. Parce qu'après, tu disais qu'il te donnait une somme d'argent, mais qui n'était pas suffisante pour lancer le projet ? Ah non, 3 000 euros, et le projet, à l'époque, on était sur j'avais besoin de 300 000 euros, quoi. Donc, c'était pas possible. Et puis, j'avais pas d'investisseurs. J'en avais contacté, des gens, des associations, enfin, tellement de choses. Mais voilà, j'avais pas plus d'aide que ça. J'avais des organismes qui m'avaient suivi, mais qui attendaient quand même le go de la banque pour me suivre. Et donc là, c'était pas le cas. Donc j'étais vraiment entre deux eaux, quoi. Entre la joie de recevoir un prix, mais qui me semblait un peu dérisoire par rapport à ce dont j'avais besoin à l'heure actuelle. Et donc on m'appelle rapidement. Donc évidemment, je n'ai pas le temps de prévoir quoi que ce soit à dire. Je suis un peu en panique, un peu en stress. À l'époque, je suis beaucoup moins habituée à m'exprimer en public et encore moins devant 200 personnes quand je suis pas préparée. Donc je sens que je commence à avoir le syndrome du cerveau blanc. Le syndrome, quand tu stresses à parler en public, c'est que d'un seul coup, tu as l'impression que tu sais plus rien, que ton cerveau, il est éteint. Et donc voilà, j'ai le cerveau blanc à ce moment-là, complètement éteint. Et en fait, le présentateur me tend le micro et je vois devant moi les sponsors, dont un qui est la banque en question, qui venait de te refuser ton prêt. Qui venait de me refuser mon prêt. Okay. Et donc, ça se connecte dans ma tête et je dis, écoutez, c'est très gentil, merci pour ce prix, mais le projet ne verra pas le jour puisque la banque en question ne m'a pas accordé le prêt. Et là, un malaise s'installe. Mais vraiment, un malaise s'installe. Le présentateur m'arrache le micro des mains et me demande d'aller me rasseoir de manière polie mais ferme. Et là, je me dis, oh là là, mais quelle andouille, quoi. J'ai tout gâché. Ils vont me retirer le prix. Parce que je sentais que vraiment, j'avais mis les pieds dans un énorme plat de nouilles. Et voilà, donc je passe la suite, parce que c'est loin. Je passe la suite à me morfondre et à me dire, et en plus, déjà que j'ai pas eu mon prêt, mais en plus, ils vont me retirer le prix parce que j'ai ouvert ma bouche alors qu'il fallait pas. Enfin, voilà. Donc, voilà. Parce qu'après, on a crié au génie, mais faut quand même rappeler que c'est pas du tout du génie. C'est vraiment de la panique. Et quand je suis... Donc ensuite, il y avait une espèce de cocktail dînatoire auquel j'étais conviée. Et j'arrive à ce cocktail dînatoire et j'ai vraiment pas le temps d'arriver jusqu'au buffet. Je m'en souviens que j'ai un monsieur qui devait avoir l'âge de mon père qui vient me voir, qui me tend une coupe de champagne et qui me dit, écoutez, bonjour mademoiselle, félicitations pour votre prix. Je suis le directeur commercial France de la banque en question. Donc du coup, je suis hyper impressionnée. Je commence à bafouiller des excuses. Il te laisse là-dessus. Il me laisse là-dessus. Ok. Il trinque et il s'en va. D'accord. Donc voilà. Bon, je me doute là, quand même, qu'il y a aussi. quelque chose qui est positif. Oui, voilà, je suis pas complètement idiote non plus. Mais en même temps, hyper stressée parce que je me dis, ok, mais qu'est-ce qui va se passer en fait est-ce que je vais devoir refaire un dossier comment ça va se passer? Je l'appelle à 9h01 le lundi, évidemment, voire 9h-1. Il me dit, ok, vous avez rendez-vous à midi avec le directeur régional et l'expert crédit. Ok, j'arrive à midi, le directeur régional me reçoit.
très gentiment. L'expert en crédit est là. Il me pose des questions de manière hyper rapide. Donc, je me rappelle que je pitchais, mais à une vitesse ultra accélérée, quoi. Je parlais dans tous les sens. Et à 14h, on m'appelle et on me dit eh ben, c'est bon, vous avez votre crédit, quoi. Non. Si. Ah, c'est dingue, la rapidité à laquelle ça s'est fait. Ouais. Après avoir attendu autant de temps, quoi. Mais en fait, c'est ça. Et en fait, c'est de se dire, bon, après, c'était politique, clairement. Parce qu'en fait, un sponsor, évidemment, ne peut pas ne pas financer un projet qui est lauréat d'un concours qui te sponsorise. J'en avais aucune idée. Mais voilà, c'était assez extraordinaire et en même temps assez ascenseur émotionnel. Du coup, j'ai mis quelques jours à réaliser quand même parce que c'était un petit peu violent, quoi. 5 jours avant, j'avais mon dernier refus et j'enterrais le projet. Et 5 jours après, je l'obtiens. C'est-à-dire que j'ai même pas une chance de l'obtenir, c'est je l'obtiens. Donc ça veut dire que le projet va voir le jour. Et donc là, forcément, là, c'est un peu la panique et en même temps, c'est une excitation extrême parce qu'on se dit que ça y est, quoi. Et surtout que quand la banque dit oui, les autres portes s'ouvrent. Donc, les autres organismes suivent, Initiative me suit. Voilà, donc après, c'est quand même plus simple. Et parce qu'entre ce moment où tu obtiens ton prêt et l'ouverture du Belpup en avril 2017, il s'est passé combien de temps ? Il s'est passé, c'était en juin 2016 que j'ai obtenu mon prêt. Ça a été long parce Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? T'avais déjà le lieu ? J'avais déjà le lieu. Malgré tout, j'avais quand même des petits soucis administratifs. On va dire que les voisins n'ont pas été ravis au début de nous voir arriver. Donc ça a bloqué notre dossier en mairie. La licence 4 a été bloquée. Voilà, ça a été long. On a rencontré des personnes formidables à la mairie de Saint-Herblain parce qu'en fait, on est côté Saint-Herblain. En face, le trottoir, c'est Nantes, mais voilà. Et on a à la mairie de Saint-Herblain qui nous ont soutenus. On a rencontré l'adjoint au maire qui a été adorable, voilà, le responsable des ERP, monsieur Mouka de Massieu, que je citerai parce que c'est vraiment quelqu'un qui nous a pris sous son aile, qui nous a aidés, qui nous a soutenus, tout en étant ferme sur les règles, mais qui a été très pédagogue et nous a soutenus tout le long du projet. Il est même passé pendant les travaux. Enfin voilà, c'est vraiment que des très belles rencontres aussi. Et donc ça a été long le temps de débloquer les dossiers parce que y a beaucoup de décideurs, c'est pas toujours évident, il faut faire des papiers dans tous les sens. Et puis aussi, il y a eu le temps des travaux. Donc voilà, ont quand même pris 4 mois et qui ont été eux aussi une grande aventure. Mais comme tout travaux, j'imagine. Je pense que les travaux, quels qu'ils soient professionnels ou perso, c'est toujours un peu complexe, quoi. Et attends, si on revient justement sur le lieu, tu disais que tu en as visité énormément. Et en fait, tu es tombée sur cet ancien cinéma de quartier, c'est ça ce que tu me disais ? Oui, c'est ça. C'était un cinéma, ça s'appelait le cinéma L'Odéon. D'ailleurs, si vous venez devant le bar, en filigrane, il y a la photo du cinéma sur la vitrine du bar. Et la scène, l'estrade, était anciennement, c'est l'estrade d'origine, quoi. Donc la scène aujourd'hui. Voilà. Donc, mais c'était vraiment chouette. Alors entre-temps, entre le cinéma et nous, il y avait eu un resto. Quand même, donc ça avait été réhabilité un petit peu, mais quand nous on l'a eu, il était vide. Et c'est assez particulier en plus avec le Belpup parce que quand tu arrives devant la façade, tu ne vois pas en fait que c'est une boîte de nuit. Tu vois, quand la grille est fermée, t'as aucune enseigne, t'as pas de luminaire, rien, quoi. C'est ça. Alors ça, j'aimerais bien que ça change à un moment donné. Ouais. Bon, c'est vrai qu'au début, ça a été fait plutôt par souci pécunier parce que il a fallu faire des choix. Et puis, comme on a eu du monde et que ça a plutôt bien fonctionné sans, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça sera dans un second temps. Puis après, il y a eu plein d'aventures, notamment celle du Covid. Et donc, voilà, à chaque fois, c'était pas une priorité. Et ça nous a jamais empêché de venir du monde. Et puis même, ça a presque accentué ce côté un peu mystérieux et l'effet waouh quand on rentre. Parce qu'effectivement, il y a une toute petite façade et une grande salle derrière. Et donc, du coup, quand on rentre, on a toujours un peu ce côté oh waouh, c'est un monde à part, c'est très grand, je m'attendais pas à ça, quoi. Donc, finalement, je pense que ça a aussi participé à l'étonnement du client qui rentre et voilà, que c'est toujours resté comme ça. Mais j'avoue, en plus, ça a été tagué dernièrement, un peu mal tagué, enfin, pas des beaux tags. Donc, j'aimerais bien, on va réhabiliter la façade dans pas très longtemps, je l'espère. Et comment est-ce que tu décrirais l'atmosphère du lieu ? Alors, nous, on a essayé vraiment de travailler des codes qui n'étaient pas des codes de la nuit, comme on l'entendait, et là, j'entends, il y a 8 ans.
Donc, on voulait pas quelque chose de trop sombre non plus. Donc, c'est très coloré. On voulait quelque chose d'assez bon enfant, voilà. Pas de miroir, pas de choses où on peut se regarder, pas de coin VIP. Voilà, un endroit qui rassemble les gens. S'il y avait vraiment, pour moi, un mot qui pourrait décrire l'ambiance du bal pop, c'est vraiment le côté bienveillant. C'est-à-dire, c'est un endroit où les gens dansent de manière assez extraordinaire. Nous, on les voit au bar. Ils ne nous voient plus, mais nous, on les voit. Et en fait, à chaque fois, je trouve ça génial, quoi. Parce que je me dis, en fait, les gens se lâchent. Ils s'en foutent du regard des autres. Ils s'éclatent. Vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté Mia de la boîte de nuit qui a eu à un moment donné où finalement, on y va soit pour chasser, soit pour se regarder un petit peu, rouler des mécaniques, je dirais. Mais on y va vraiment pour danser, pour libérer l'énergie qu'on a en nous, pour laisser ses problèmes à la porte. Donc voilà, il y a vraiment une ambiance bienveillante. Les gens souvent font connaissance les uns avec les autres très facilement, beaucoup plus facilement encore que ce que je pensais. Et d'ailleurs au début je voulais mettre des très grandes tables genre cantine, mais comme on chinait, on ne pouvait pas trouver des grandes tables de cantine, donc on a fait plein de petites tables, mais en fait ça n'empêche pas les gens de s'installer les uns avec les autres. Donc ouais, c'est une ambiance très festive, très bon enfant, très colorée, gaie et joyeuse, quoi. Et toi, en plus, ton projet au départ, c'était de revenir à cette idée de fête populaire, quoi, de bal dansant. Complètement. C'était, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelé le bal pop, lors d'un brainstorming, comme beaucoup de noms qui se sont trouvés, où je me disais, mais il faut absolument un truc comme un bal populaire, quoi, comme un bal pop. Bal pop, mais c'est génial. Et voilà, on est resté là-dessus. Mais oui, c'était ce qu'on recherchait. Vraiment le côté multigénérationnel, mariage, l'ambiance mariage, quoi. Ou vraiment le dancing de l'époque, mais moins dans la partie dancing, la partie danse de salon pure, que la partie vraiment populaire. On s'amuse, on s'éclate. D'ailleurs, au début du bal pop, il y avait des thés dansants le dimanche. Et on n'avait pas suffisamment. J'aurais pas soupçonné, tu vois. En fait, il faut que tout le monde ait sa place assise. Ouais. Et en même temps, comme ce sont des gens qui dansent de manière très sérieuse les danses de salon, il faut suffisamment de place sur la piste de danse. Voilà, un parquet qui soit excellemment bien ciré. Et le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas parce qu'en fait, le samedi, il y avait de la bière qui tombait sur le parquet et du coup, ça collait. Le lendemain, voilà, les gens se plaignaient. Enfin, voilà. Ça collait pas, malheureusement. Et puis, en plus, on n'avait pas suffisamment de monde pour être rentable. Donc, on a dû arrêter au bout d'un an. L'été dansant. Et au-delà de ça, aujourd'hui, c'est l'ambiance fête populaire qu'on voulait, quoi. Et d'ailleurs qu'on retrouve, parce que je me souviens qu'on avait atterri comme ça un jeudi soir complètement par hasard, et tu avais des cours de danse, je pourrais plus te dire laquelle. Sans doute West Coast Swing. Je pense que c'est du West Coast. C'est ça. Ouais. En fait, on a essayé de mixer. Moi, je fais de la danse, je fais de la musique, donc je suis aussi passionnée par ça. Et on voulait vraiment garder une âme avec des artistes. Alors, dans la mesure du possible, financièrement, parce que voilà, c'est pas toujours évident le milieu du spectacle, mais de faire venir aussi avec des assos pour donner des cours de danse, pour organiser des soirées plus à thème. Donc voilà, on oscille vraiment sur nos activités entre des soirées à thème autour de la danse, des initiations, on fait beaucoup d'initiations à la danse. On a du West Coast Swing, mais il y a aussi du swing pur, donc du Lindy Hop, du rock'n'roll, du foro, donc de la danse brésilienne, voilà. Et puis parfois des choses un petit peu plus ponctuelles, comme des claquettes. Voilà, ce qui fonctionne très très bien aussi. Enfin, on a toujours énormément de monde aux initiations. D'ailleurs, pour ceux qui veulent y participer, il vaut mieux réserver. Sur votre site ? Ouais, sur notre site. Les gens sont très très friands parce que voilà, en plus on fait tourner un petit peu les couples par exemple, donc en fait les gens apprennent à se connaître aussi comme ça en début de soirée, donc c'est plutôt sympa. Ça, on fait suivre en général par des concerts ou des soirées où on passe de la musique à thème. On fait aussi... alors le week-end, c'est un peu plus clubbing, plus soirée généraliste, 90, 2000, voilà, années 80. Donc ça marche très très bien. Et puis, il peut nous arriver de faire des dimanches à thème aussi, donc dans une ambiance un petit peu plus familiale, mais avec pareil des danses assez populaires, voilà, avec des bals folk, trad, voilà. Ouais, ça doit te faire venir du coup une clientèle assez hétéroclite en fait. En fait, oui, parfois suivant les thèmes, on va avoir une clientèle particulière pour chaque thème, et puis après il y a les aficionados pour chaque thème qui
voilà, qui ne vont venir que pour ces thèmes-là. Alors maintenant, on a de plus en plus de cross, donc c'est-à-dire que ceux qui viennent pour le West Coast, par exemple, reviennent le samedi pour faire la fête, mais dans un autre cadre, avec d'autres copains. Avec d'autres danses, voilà. style de danse, d'autres... Et voilà, où là, ils sont plus sur soirée festive, boîte de nuit, quoi. Mais donc ça, voilà, l'idée, c'est que ça convienne aussi à tout le monde. Et ce que j'aime bien en plus, c'est qu'une fois à l'intérieur, on retrouve, mais tu le disais, cette ambiance rétro jusque dans la déco. Tu parlais du fait que vous aviez chiné beaucoup en amont. Oui, on a beaucoup chiné. On a fait même un truc qui était assez cool à l'époque. On avait fait un appel aux Super Mamies. Donc en fait, on avait fait une espèce de petit visuel sur les réseaux qui appelait aux Super Mamies et Super Papy aussi, mais c'était en plus petit, de vider leur garage, de leur table en formica, des chaises dont ils ne voulaient plus. Et nous, on allait les chercher. Et en fait, ça a eu un super succès, c'est-à-dire que la plupart du mobilier du bar vient de l'appel aux Super Mamies et Super Papy, parce qu'en fait, les gens étaient ravis de se débarrasser de leur table en formica. À l'époque, ça avait peut-être un peu moins de valeur que maintenant. Et en même temps, ils étaient ravis de nous aider, de participer, et puis d'avoir aussi leur mobilier qui avait une seconde vie dans le lieu. Et je trouve que ça illustre bien aussi, mine de rien, ce qu'on a voulu créer depuis le début, c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui s'assoient sur les chaises que les mamies ont données. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la transmission et qui est assez chouette. Ouais, non, franchement, ça a bien marché et c'était cool. Et puis après, le reste, on l'a chiné, on allait chercher, puis vraiment à l'ancienne, chaise par chaise, table par table, dans la voiture. Voilà, dès qu'on trouvait quelque chose, on l'installait. Et attends, j'imagine que depuis l'ouverture, tu as dû avoir des belles anecdotes de soirée. T'en aurais une ou deux là à nous partager ? Des soirées. Alors après, on a fait beaucoup de choses. On a testé beaucoup de choses, ça c'est sûr. Alors tout n'a pas fonctionné, mais ce qu'on organisait d'ailleurs avant Covid, et j'y réfléchissais il y a pas longtemps et je me dis il faudrait vraiment qu'on le refasse parce que c'était vraiment génial. On organisait des concours de Miss Pin-Up. Bon, il faut savoir qu'il y a une vraie communauté de pin-up, de vrais pin-up, qui parcourent la France et qui font des concours, ouais, bien sûr, de Miss Pin-up. Et nous, on a organisé ça de manière informelle, parce que je suis pas organisatrice. Mais comment tu trouves cette idée Mais je sais pas. Je sais même plus comment ça m'est venu. Mais du coup, c'était incroyable parce que du coup, il y avait les vrais pin-up incroyables, des coiffures incroyables, des tenues... Enfin, voilà, c'est un boulot de dingue. C'est comme les drag queens. C'est un boulot de 2 à 3 heures avant le concours, quoi, pour se changer, s'habiller. Et puis, il y avait des gens qui ont voulu jouer le jeu de manière qui n'était pas du tout pin-up, mais qui avaient des tenues et qui voulaient participer. Et c'était incroyable. On l'a organisé 2 fois. Ça a super bien marché. On a fait énormément de monde. Du coup, on faisait défiler les pin-up. Les gens votaient à l'applaudissement. Ça restait quelque chose d'informel. Mais c'est surtout ça que moi je me souviens qui m'a marqué vraiment, ce genre de soirée complètement improbable. On a toujours eu des propositions aussi, il y a des choses qui viennent de ma tête, mais on a aussi beaucoup eu de propositions un peu loufoques dues au décor. Le fait que le décor soit aussi détonnant a fait qu'il y a pas mal de personnes que ça a inspiré. Donc on avait beaucoup de tournages de clips, par exemple. Mais comment les gens vous trouvent, tu vois, comment ils entendent parler de vous ? En fait, on a beaucoup communiqué en amont du lieu parce que j'avais fait, pour aller chercher de l'argent, encore une fois, j'avais fait une campagne de crowdfunding et je l'avais faite quasiment en même temps que quand je faisais les vidéos pour le concours. Donc en fait, à ce moment-là, c'était double com. Pour forcément avoir de l'argent et avoir des votes pour cette vidéo, j'avais déjà énormément... Alors à l'époque, c'était plus Facebook, mais j'avais sponsorisé, j'en parlais à tout le monde... Puis vraiment, je fais partie de ces gens. Voilà, je vais te tenir en soirée et tant que t'as pas liké, je vais pas te lâcher. Donc voilà, les gens se souvenaient aussi que ça existait. Donc pendant 1 an, on a communiqué comme des malades avec nos moyens parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc on a communiqué comme des malades pour que ce lieu, déjà, on en entende parler. Donc le premier jour, qui a été le plus beau jour et en même temps le pire jour de l'histoire du Balpop parce que j'étais dans un stress de l'espace. Et il y avait la queue devant en fait. Et on a fait à l'époque 360 personnes, alors pas en même temps, mais en continu, et donc ce qui fait partie de nos records, quoi. Et ça a été quoi les principaux défis que tu as rencontrés depuis que tu as ouvert le Balpop ? Le défi, il est permanent déjà dans le fait de continuer à satisfaire la clientèle et à ce que les gens se sentent toujours aussi bien. Donc ça reste un défi permanent. Rien n'est jamais acquis quand on est entrepreneur.
Et bon, de toute façon, on le sait, hein, c'est une épée de Damoclès avec laquelle on apprend à vivre aussi, c'est de se dire qu'à tout moment, les choses peuvent s'écrouler, et le Covid nous l'a prouvé. Donc, ou en tout cas, les cartes peuvent être rebattues. Donc, le défi, il est déjà un peu latent et permanent, mais après, vraiment, le gros défi, il est surtout en termes de trésorerie, parce que même si j'avais obtenu mon crédit, même si on a pu ouvrir, la trésorerie, qui est le nerf de la guerre, ça n'a pas été facile à constituer. Et donc c'est vraiment, ça a été vraiment un défi de tous les jours d'arriver à constituer une trésorerie suffisamment solide pour tenir le choc en cas de coup dur. On a eu malheureusement 3 inondations, je crois, un plafond qui s'est écroulé, une voiture qui est rentrée dans le Balpop. Voilà, Ah bon en 7 ans, Ouais. Mais non. Et vous étiez tous à l'intérieur ? Non, on n'était pas là. Mais bon, c'était quand même... voilà, il s'est passé beaucoup de choses aussi, des choses qui ne sont pas de notre fait. Et dans ces moments-là, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand on n'a pas d'épargne et qu'il nous arrive quelque chose, il faut qu'on puisse assurer. Nous, c'est pareil. Voilà, il a fallu constituer de la trésorerie pour assurer aussi dans les coups durs. Parce que les assurances ne remboursent pas à la seconde, parce que faut bien ouvrir, faut bien à un moment donné continuer. Donc voilà, c'est vraiment ce défi-là de trésorerie qui a été le plus important. Et puis après, continuer à se renouveler en permanence, arriver à trouver des nouvelles idées. Et puis bon, bien évidemment, le défi ultime, le Covid. Ouais, ce que j'allais dire, comment est-ce que vous avez géré cette crise ? Le Covid, étonnamment... J'ai senti le truc arriver. J'avais vraiment un très mauvais pressentiment. Alors, pas avant que le Covid arrive, mais quand ça a commencé à venir en Europe, je me suis tout de suite dit que ça allait nous atteindre. Et j'avais pleinement conscience du fait qu'on était les pires. C'est-à-dire qu'on était vraiment ceux qui seraient le plus exposés, parce que forcément, qui dit fête, dit contact, dit alcool, donc dit on fait moins attention, enfin voilà. Et donc j'ai commencé à anticiper, je dirais peut-être une semaine avant la fermeture, qui est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai commencé à anticiper. Donc, et ça m'a sauvée, parce qu'en fait, j'avais déjà eu l'occasion de discuter avec des fournisseurs, avec notre propriétaire aussi, pour commencer à mettre des choses en place. Même si, à l'époque, on me prenait un peu pour une folle en me disant « mais non, ça n'arrivera jamais ». Mais voilà, non pas que j'étais sûre de moi, mais je sentais qu'il y avait un truc pas net et que ça allait pas dans le bon sens, quoi. Donc, on va dire que j'ai fermé un peu les vannes, voilà, pour assurer l'avenir. Après, j'avais beaucoup... j'étais très, très portée gestion, je le suis toujours. Donc, j'étais très à fond sur mes comptes. Je savais exactement ce qui rentrait, ce qui sortait. Voilà, donc j'ai tout de suite pris les choses en main pour essayer de gérer au mieux la trésorerie et la situation. À l'époque, on ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps. Mais bon, néanmoins, à un moment donné, il a fallu s'organiser. Et puis voilà, puis après, on a attendu que ça se tasse. Et puis moi, entre-temps, peut-être 1 mois ou 2 après le Covid, le début du Covid, moi, j'ai passé mon Covid à Paris. Et du coup, j'avais déjà des projets supplémentaires en tête. Et donc, j'ai commencé à mettre en place ce projet-là, qui est ma 2e société, qui est née du coup en 2021 officiellement, qui s'appelle ERA, et qui est un organisme de formation en entrepreneuriat. Et donc, j'avais déjà cette petite idée en tête. Et donc, j'ai profité de ce moment de pause, je dirais, pour lancer ce projet-là. Et après, une fois les confinements successifs passés, donc vous avez réouvert, là tout de suite la clientèle a été au rendez-vous, les gens sont revenus. Est-ce que tu vois, il y a eu des habitudes qui ont changé, des habitudes de consommation chez eux qui ont changé ? Alors moi j'ai eu l'impression, je dirais même nous, parce que Greg et moi pour le coup on a le même ressenti, on a vraiment eu l'impression presque qu'il a fallu pas tout recommencer à zéro, mais presque. En fait il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a beaucoup de gens qui avaient plus envie de sortir. Il y avait des gens qui avaient vieilli aussi. Il y a des gens qui ont eu des enfants. Donc, en fait, il y a 2 ans, c'est long pour un business, pour être fermé. Et en même temps, on a profité aussi de ce temps de Covid pour se réorganiser. Donc, c'est le moment aussi où j'ai choisi de prendre de la distance physique avec le Balpop. Donc, on a pris des grandes décisions avec Greg, donc de répartir les tâches pour que ça soit possible. Et en même temps, on a décidé de recréer une identité, de renforcer cette identité-là, qui était un peu vieillissante du coup, qui avait 4-5 ans, de rajeunir un petit peu notre image. Donc, en fait, on a fait une rentrée
qui n'était pas une ouverture totale, mais presque. Donc on a beaucoup renouvelé notre clientèle à ce moment-là. On n'a pas beaucoup parlé de Grégory, enfin t'en parlais un peu. Vous êtes séparés au cours de cette aventure. Comment vous avez géré justement ce côté perso et ce côté pro? Parce qu'en fait vous êtes associés aujourd'hui dans ce business. C'est pas compliqué de ne pas mélanger les deux, justement, de trouver toujours une frontière? Alors effectivement, et puis bon, surtout que ça n'a pas été évident. Quand on est commerçant, mine de rien, on est aussi assez exposé. On est public, je dirais. Moi, ça m'arrive, beaucoup moins maintenant parce que je suis moins là, mais ça nous arrive souvent quand on est dans Nantes que les gens nous regardent ou nous fixent ou nous arrêtent parce qu'en fait, ils nous reconnaissent, mais comme ils n'arrivent pas à nous remettre dans le cadre du Balpop, ils ne savent plus qui on est. Ou les gens qui nous repèrent, ou nous-mêmes, on croise des clients en centre-ville. On voit passer quasiment 1000 personnes par semaine, donc forcément, on croise du monde, et puis non, c'est pas si grand que ça. Voilà, donc déjà, on est assez exposés. Donc, quand on s'est séparés, il y a eu vraiment la question, effectivement, qui s'est posée. Qu'est-ce qu'on fait du Balpop? C'est un peu comme quand on a un enfant. C'était notre bébé, parce que ensuite, l'implication de Greg a été totale, donc c'était vraiment notre bébé à tous les deux. Il a fallu prendre des décisions logistiques, et en même temps, je suis complètement d'accord, arriver à garder la distance nécessaire pour pouvoir gérer la situation. Je pense que comme dans toute séparation, comme dans toute rupture, quelle qu'elle soit, même amicale, quand les deux ont des intérêts communs et qu'il y a une forme d'intelligence qui s'installe, les choses, elles se passent bien. Je dis pas que c'était facile, parce que forcément, il a fallu tous les deux qu'on mette des choses de côté pour continuer le Balpop aussi, pour assurer la réussite de ce lieu-là. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis extrêmement fière de voir que cette relation, quand même, parce qu'on a été même mariés avec Greg, s'est transformée en amitié, s'est transformée en une association qui est même encore plus solide qu'à l'époque, parce qu'il y a moins d'enjeux aussi, clairement. Et encore une fois, on a des compétences qui sont vraiment extrêmement complémentaires, et c'est aujourd'hui quelqu'un en qui j'ai plus que 100% confiance. Donc c'est une vraie chance, et je le sais, que dans le business, c'est une vraie chance, et que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi le secret de réussite d'un business. Et en fait, comme on en a conscience tous les deux, on a mis des choses en place, on s'est dit les choses aussi, on a pris un petit peu de recul physiquement aussi. Mine de rien, le Covid nous a aussi aidés d'une certaine manière, parce que ça a permis de couper un peu le cordon, de mettre un peu de distance et puis de reprendre les choses sereinement. Tu disais que tu étais revenue à Paris. Voilà. C'est à ce moment-là que tu es revenue t'installer là-bas? J'ai commencé mon installation là-bas pendant le Covid. Ça a été assez progressif parce que les choses ne se sont pas décidées du jour au lendemain. Donc je suis retournée progressivement à Paris. Ça a mis un peu de distance entre nous aussi. Et en même temps, ça nous a permis d'organiser les choses. Voilà. Franchement, ça s'est passé extraordinairement bien. Moi qui suis un enfant d'un divorce pas évident, j'étais assez fière de pouvoir, de pouvoir faire les choses autrement, moi de mon côté. Après, on est face aussi à l'incompréhension et au déni des autres. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que autant les proches, mais même les clients. C'est-à-dire, même encore maintenant, les gens parfois nous disent non mais c'est pas vrai, vous n'êtes pas séparés vraiment. Donc on va dire que les clients s'en sont un peu mêlés, ce qui peut être un peu gênant. C'est en ça que je disais qu'on peut être public et c'est pas forcément facile à gérer. Ça a été en tout cas pour moi, ce qui a été le moins facile à gérer. C'est-à-dire devoir se justifier auprès des gens qui vous posent beaucoup de questions, parfois indiscrètes. Alors après, je suis en responsabilité de ne pas répondre, mais on reste aussi des gens, et c'est ce qu'on a voulu créer au Balpop. On a voulu créer quelque chose où on est en lien avec les autres, où on est accessible. Donc forcément, le mauvais côté de l'accessibilité, c'est que parfois certains se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et voilà. Donc autant c'est une fierté. Mon association aujourd'hui avec Greg, c'est vraiment une fierté. Et je la revendique vraiment. Je précise maintenant que c'est mon ex-mari, on a été ensemble, etc. Et c'est notre force aujourd'hui. Parce qu'on se connaît aujourd'hui depuis 15 ans et on se connaît vraiment par cœur et c'est ce duo qui fait que le Balpop aussi fonctionne comme il est organisé aujourd'hui. Et justement, le Balpop va fêter ses 7 ans bientôt. Comment est-ce que tu imagines, l'évolution du Balpop dans les années là, qui arrivent? Alors, on a des grands projets pour le Balpop, des projets qui étaient déjà en œuvre juste avant Covid, mais on nous a coupé l'herbe sous le pied. Donc, on a remis en route ces projets-là. Donc, il a fallu quand même refaire vivre le Balpop et le restabiliser. Donc, ça a mis un petit peu de temps.
Et là, on est reparti pour un tour. Donc, le grand projet en question, c'est de développer la marque du bal pop. Okay. Donc, on souhaite ouvrir un deuxième bal pop à Rennes. Voilà, on exclut. Donc, plus grand, avec de la restauration. Voilà, mais toujours dans le même esprit, qui s'appellera le bal pop également. Voilà, donc on est à fond dans ce projet-là. Le bal pop nantais, on espère que les choses elles évoluent toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on ait toujours autant de gens aussi enthousiastes de venir danser chez nous, que ça se passe le mieux du monde, d'avoir toujours des nouvelles idées aussi pour organiser des soirées toujours aussi folles. Samedi, on fait une pyjama party, donc c'est des soirées assez incroyables qui renforcent encore ce côté joyeux et bienveillant. Donc voilà, le bal pop nantais, c'est vraiment plus une évolution esthétique, donc l'enseigne, comme je te l'ai dit, quelques travaux de réhabilitation, parce qu'au bout de 7 ans, le mobilier vieillit, il y a des choses qui vieillissent, et puis forcément, il y a des gens qui font la fête 1000 personnes par semaine, ça abîme. Donc, et puis voilà, parfois, certaines personnes qui ne sont pas toujours soigneuses, donc voilà, il y a des choses qu'on doit remettre aussi au goût du jour, et puis continuer de faire évoluer la programmation. Et tu sais, j'aime bien interroger la communauté de Radio Nantes pour savoir quelles questions ils poseraient aux invités. Et il y a une question qui est sortie pour toi d'un auditeur qui voulait savoir si tu préférais en soi être derrière le comptoir ou alors si tu préférais être aux manettes de la gestion de ton entreprise. Alors, c'est une question hyper intéressante parce que la réponse va résumer aussi ce que je suis et ce que j'ai toujours voulu être. C'est que ce que j'aime pragmatiquement, c'est les deux, dans le sens où j'ai toujours eu un esprit commerçant. Voilà, c'est en ça que je suis tombée en amour de la restauration, c'est parce qu'en fait j'ai découvert le commerce, je pense, et que c'est ce qui m'a plu, donc être en lien avec les gens, les servir, danser derrière le bar, voilà, transmettre mon énergie. Donc ça me plaît 1000%. Et autant, j'adore la partie un petit peu plus intellectuelle de la gestion, la stratégie, mettre en place des choses. Donc, si j'ai le juste équilibre entre les deux, ça me convient. C'est vrai que derrière le bar, ça reste un métier qui est extrêmement physique, voilà, qu'on ne peut pas faire toute sa vie, ou alors si, mais on s'abîme beaucoup. On est debout, on piétine pendant 10 à 12 heures d'affilée, voilà, avec un son qui est souvent très fort dans les oreilles. Voilà, on dépense une énergie qui est folle, et puis surtout, on doit montrer aux gens, on doit participer à la fête avec eux, donc ça demande aussi une énergie particulière. Donc aujourd'hui, je me sens moins capable de le faire au quotidien, sans le faire bien. Donc l'équilibre des deux me convient parfaitement. C'est vrai que là, avant d'enregistrer, tu m'as raconté ton week-end. Alors juste, j'en reparle parce que c'est quand même impressionnant. Donc là, quand même, ce soir, tu as une soirée, tu te couches à 6h du matin. Tu enchaînes demain donc avec la fameuse pyjama party où tu vas te recoucher à 6h du matin. Tout ça, donc en dormant quand même chez des potes. Donc quand même, l'idée est de les voir dans le week-end. Donc en fait, tu vas te réveiller, tu me disais vers 11h30 midi. Mais comment est-ce que tu fais pour tenir le rythme ? C'est ça, parce que bon, je suis jeune, mais pas si jeune non plus. J'ai 34 ans, donc au bout d'un moment, on vieillit aussi. Mais en fait, alors, en même temps, c'est la grande difficulté de la nuit, ce sont les horaires. En vrai, c'est un peu comme un micro-jet lag, c'est-à-dire de se retrouver à travailler la nuit, c'est très fatigant. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des études là-dessus qui montraient que en fait, le vieillissement des personnes qui travaillent la nuit arrive près d'une fois et demie plus vite que les autres. Parce que, forcément, le corps humain n'est pas fait pour vivre la nuit, à part certains. Il y a des oiseaux de nuit. Il y a des gens, je pense à ma petite barmaid Marine, qui, elle, est plutôt un oiseau de nuit, et je pense qu'elle, ce serait plutôt l'inverse qui pourrait la faire vieillir plus vite. Mais voilà, à part certaines personnes qui sont spécifiquement faites pour ça, ce qui n'est pas mon cas, travailler la nuit et travailler le jour, parce que là aujourd'hui, entre effectivement mon activité du bal pop et mon activité aujourd'hui à Paris, donc mon agence que j'ai à Paris, forcément je suis obligée de jongler avec les deux. Donc oui, j'ai des journées un petit peu à 100 à l'heure, surtout que j'ai aussi d'autres choses à côté. Alors je te ferais peur si je te disais qu'en plus je fais des conférences, en plus j'enseigne l'entrepreneuriat dans des écoles. En plus, j'ai une association. Voilà, donc je fais beaucoup de choses. Je fais aussi du bénévolat à l'Armée du Salut de temps en temps. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup d'activités, et en même temps, c'est ce qui me plaît.
Même si la grande difficulté, c'est d'arriver à trouver un équilibre physique. Donc là, oui, j'enchaîne quasiment 24 heures de travail au moment donné, enfin aujourd'hui et cette nuit. Je vais dormir peu, mais c'est un choix parce que, au-delà du fait que je puisse pas dormir toute la nuit, il faut pas que je me décale trop non plus. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu pars en voyage, il y a un moment donné, même si tu es fatigué, il faut pas trop se décaler, quoi. J'essaye de garder un rythme correct. Et puis j'essaye de m'accorder vraiment des moments de pause. Donc ça, c'est autant mon grand challenge, c'est d'arriver à gérer mon énergie pour ne pas arriver au bout du bout. Voilà, c'est surtout ça. Donc, en revanche, je voyage beaucoup. Je prends beaucoup de vacances, enfin beaucoup, plus que 5 semaines par an. Je prends beaucoup de vacances. Je prends des semaines où vraiment je coupe. J'essaye de... Voilà, j'adore voyager, c'est vraiment une passion. Et donc, dans ces moments-là, je découvre d'autres choses. Me repose le cerveau aussi. Et donc, je pense que ça m'aide ensuite à vivre des journées à 1000 à l'heure, quoi. Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur là, qui souhaite se lancer dans le milieu de la nuit ? Le milieu de la nuit, c'est un monde qui est assez particulier. En même temps, alors nous, le Bell Pop, on l'appelle l'ovni de la nuit, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu à part. C'est un petit peu un ovni. En fait, à la base, c'était quelque chose qu'on disait oralement. On disait toujours, nous, c'est un petit peu un ovni. Et puis quand on a changé d'identité, on s'est dit, on cherchait une baseline. Et on s'est dit, ah mais ovni de la nuit, c'est tellement ça. Enfin, c'est tellement nous, quoi. Et donc, le milieu de la nuit, c'est un milieu qui est très particulier parce que c'est un peu toujours les mêmes personnes. C'est un monde très spécial où les gens aussi se transforment un peu, quand même. C'est un monde où on consomme de l'alcool, donc avec des choses particulières à gérer qu'on ne gère pas dans d'autres métiers, des problématiques de sécurité, des problématiques parfois même psychiatriques qui ressortent avec l'alcool. Donc, on gère plein de choses assez étonnantes. Donc c'est vraiment, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu de la nuit aussi, si j'ai vraiment un conseil à lui donner, c'est s'il ne vient pas de ce milieu, c'est vraiment de bien se renseigner sur les réglementations, pas croire que c'est un milieu comme les autres. Voilà, c'est un milieu qui reste quand même assez fermé. En fait, aujourd'hui, le fait qu'on n'accorde pas ou peu de crédit bancaire aux boîtes de nuit fait que, en fait, ce sont des affaires qui souvent se passent de génération en génération. Donc il y en a de plus en plus, mais il y a peu de nouvelles personnes vraiment qui ne viennent pas du milieu de la nuit. C'est ce qui fait aussi de moi un ovni de la nuit, parce que moi, je venais pas du tout du milieu de la nuit. Donc, c'est vraiment pas arriver en conquérant, arriver de manière humble, en essayant d'anticiper au maximum les problématiques qu'on peut rencontrer dans ce milieu, qui sont des problématiques très particulières. Et attends, c'est quoi ton style de musique préféré ? Allez, je vais le dire, parce que vraiment, sinon les gens qui vont m'écouter, qui me connaissent, ils vont me dire que je suis une grosse menteuse. Mais en vrai, mon style de musique préféré, c'est vraiment la chanson française à fond. J'écoute ça à fond. Il n'y a pas de honte, franchement. C'est vrai qu'il n'y a pas de honte. Mais... Quelles années ? Alors, toutes les années, pour le coup. Mais tout ce qui est français, j'adore. Je connais tout par cœur. C'est un enfer. Je connais vraiment toutes les paroles par cœur. J'adore chanter. Je chante très mal, mais j'adore chanter pour le plus grand malheur de mes proches. Derrière le bar, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui me plaît le plus, c'est que dès qu'il y a une chanson, je l'écoute. Ma chanson ultime, par ailleurs, mon DJ souvent me met la musique quand je suis là, parce que du coup, c'est vraiment ma musique ultime. C'est Aimons-nous vivants de François Valéry. Mais tu me mets cette chanson, je me transforme. Vraiment, je l'adore. On me la met. Je la connais pas, tu pourrais me chanter juste là ? Non, alors par contre, je peux te dire les paroles. C'est Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et franchement, je l'adore. C'est vrai que je pense que François Valéry n'en a pas fait énormément, mais celle-là, elle m'a marqué plus que les autres. Et non, vraiment, c'est ce genre de musique hyper kitsch que j'adore. Mais je te jure, si tu veux venir au Bal Pop et tu demandes au DJ de mettre cette chanson et tu verras mon état, je suis une autre personne. J'ai une chorégraphie, toi. Ah ouais, excellent. Ouais, ah oui, donc faut vraiment que je vienne au Bal Pop demander ça. Exactement, et mon vivant, ouais. Et donc voilà, ouais, non, c'est la chanson française, j'adore ça. Celle que tu mettrais pour lancer une soirée, c'est celle-là ? Évidemment, mais j'ai l'impression, pour avoir observé un petit peu les réactions du public, que je suis quand même je fais partie des rares qui sont aussi enthousiastes dans cette chanson, c'est-à-dire que moi je suis vraiment à fond, et je vois que les gens c'est pas à ce point, donc je sens que c'est plus une passion non partagée de François Valéry. On va terminer l'épisode par quelques questions sur Nantes, sur l'entrepreneuriat notamment à Nantes. Je voulais savoir quelle était toi ta perception de cet écosystème. Alors, l'écosystème entrepreneurial à Nantes, alors, comme je l'ai dit, moi, quand j'ai commencé, j'étais pas trop dans cet écosystème-là et j'y ai pas vraiment adhéré. Ça veut pas dire qu'il n'existait pas,
Mais je l'ai pas trop recherché parce que c'était pas dans... Enfin, je savais pas ce qui existait. J'étais allée à l'époque à la Maison de la Création. Je sais pas si ça existe encore. C'était à côté de la CCI, où j'avais été quand même accueillie, mais voilà, j'arrivais pas j'y rencontrais pas des gens. C'était pas encore un lieu de rencontre. Donc aujourd'hui, je trouve que dans le CHR particulièrement, donc dans le milieu du café, hôtel, restaurant, il y a un écosystème formidable à Nantes. Vraiment, je trouve qu'il y a de la restauration incroyable. Il y a des gens qui montent des concepts de bars incroyables, des lieux festifs incroyables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je trouve que ça se renouvelle vachement. On a pris un coup d'accélérateur vraiment ces dernières années. Et de manière plus large, alors est-ce que c'est moi qui ai plus adhéré aussi au réseau, qui connaît plus de monde aujourd'hui, ou est-ce que ça s'est vraiment développé? Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de connexions entre les entrepreneurs, de plus en plus de choses qui existent, de choses qui se mettent en place. Tu vois, des podcasts comme le tien qui laissent la parole aux entrepreneurs et qui font que du coup on peut aussi participer à inspirer les autres. Voilà, chose qui m'a manqué moi personnellement, parce que moi j'ai pas grande inspiration en termes de personnes autour de moi, ni même de gens connus, et encore moins dans ce milieu-là. Il n'y avait pas de nana dans le milieu de la nuit, pas du tout. Femme de 24 ans, t'as dû être un peu seule, quoi. Et j'avais pas de modèle qui m'inspirait. Et toi, qu'est-ce que t'aimes à Nantes à titre perso? Alors c'est une ville dans laquelle du coup j'ai vécu 5 ans. C'est une ville, au tout début j'habitais vraiment dans l'hypercentre, j'habitais rue Kervégan, pour te dire, je peux pas faire plus central. C'est une ville qui m'a beaucoup plu par son esprit, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça fait vraiment chauvin, pour son esprit breton. Je trouve que les gens, ils sont comme les Bretons, c'est-à-dire assez accessibles, assez fêtards, voilà. On se regarde pas de haut en bas. Je trouve que c'est assez bon enfant comme ville. Et puis ce que j'aime à Nantes surtout, c'est vraiment l'esprit culturel qui règne et la richesse des propositions de plus en plus, que ça soit au niveau de la musique, que ça soit au niveau de la danse, des spectacles, des événements. Enfin voilà, il y a une vraie richesse et il y a une vraie envie de développer ce tissu-là culturel. Donc ça, je trouve que c'est assez unique dans une ville comme Nantes. Et quelles sont les adresses que tu aimerais partager aujourd'hui aux auditeurs de Rayonnante? Le lieu dit, parce que voilà, c'est un lieu à découvrir. J'ai vu qu'il avait ouvert un hôtel. Il l'a pas encore ouvert, non? Oui, il est en cours. Oui. Demain, mais, son projet voilà. demain, ça va être canon, ça aussi. Ouais, c'est vraiment super. Et puis clairement, l'offre hôtelière à Nantes avait besoin de Pierre-Yves, parce que vraiment, c'était un peu vieillissant. Alors il y a des choses super, mais il y en avait peu, et surtout pour des prix pas forcément abordables. Donc je trouve qu'il s'est positionné dans un secteur qui avait vraiment besoin d'une modernité, d'un dynamisme. Il propose des choses en plus qui sont hyper originales. Enfin, il répond vraiment à un besoin dans l'offre hôtelière. Donc je trouve que c'est vraiment une super adresse. Et puis, une adresse, mais beaucoup plus festive cette fois-ci, qui est... Alors c'est rigolo parce que c'est une adresse... c'est un lieu dans lequel j'allais quand je suis arrivée tout à Nantes, puisqu'il est sur la rue Kervégan. Ça s'appelle le Petit Marais. C'est un bar de nuit, enfin même une boîte de nuit toute petite dans la rue Kervégan, où on fait la fête sur des chansons françaises et des chansons d'années 80. Et c'est rigolo parce que c'est devenu des copains par la suite, par vraiment hasard. Et en fait, c'est un lieu qui est assez magique parce qu'il a ce côté bon enfant, il a ce côté complètement fou, avec une équipe qui est vraiment ultra joyeuse, ultra entraînante. Voilà. Et ils ont fait des travaux, je sais, il n'y a pas longtemps. Donc, ils ont réouvert leurs portes peut-être il y a quelques mois, je dirais. Ils ont eu des gros travaux d'insonorisation. Et puis, un dernier lieu qui est une de mes premières adresses, de nos premières adresses même avec Greg, où on allait quand on est arrivé à Nantes, qui est pas très loin du Bal Pop, un peu plus vers le centre-ville, en haut de la rue des Hauts-Pavés, qui s'appelle le Petit Raphaël, qui est vraiment un restaurant super avec un petit extérieur et dans lequel vraiment on mange hyper bien. Merci beaucoup en tout cas pour aujourd'hui, c'était trop cool de t'écouter, d'écouter tout ton parcours, c'était hyper inspirant. Merci à toi, c'était vraiment super et c'était ma grande première, donc voilà. Et puis bonne journée. Merci, toi aussi. Bravo à toi cher auditeur qui est allé au bout de cet épisode.
Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.